Dans cette vidéo, je vais te présenter le rapport State of Crypto d'Andreessen Horowitz. C'est un rapport incontournable à étudier pour bien comprendre le futur de la blockchain de manière générale, que ce soit des cryptos, de la DeFi, des NFT, du métavers, du gaming, enfin de tout ce qui touche au monde de la blockchain. Après cette vidéo, tu comprendras bien mieux de quoi va être fait l'avenir de la blockchain. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier. Donc ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est à but purement éducatif et informatif. Donc la société qui a rédigé ce rapport, elle s'appelle Andreessen Horowitz, aussi appelée A16Z. C'est une société de capital risque, donc appelée Venture Capital pour VC en anglais, et elle crée du contenu de très haute qualité. Elle a également une newsletter. Je mettrai tous les liens pour t'inscrire à la newsletter et aussi pour télécharger le rapport en description. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste que j'ai adoré lire ce rapport et j'ai envie de partager les points essentiels à retenir avec toi. Le Web 2, il est très centralisé, très contrôlé. Je pense notamment à la Chine qui contrôle tout ce que son peuple peut voir ou faire sur Internet, mais il y a également aussi une très forte centralisation et un très fort contrôle de la part des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, etc., qui finalement contrôlent et monétisent toutes nos données. Le Web 3, il est beaucoup plus ouvert, transparent et équitable. Et si tu veux tout comprendre sur la différence entre le Web 1, le Web 2 et le Web 3, tu peux aller voir ma vidéo qui est juste ici. La première des 5 grandes leçons à tirer de ce rapport, c'est qu'on est dans le 4e cycle d'innovation. Donc selon Andreessen Horowitz, un cycle d'innovation, c'est constitué d'abord d'une montée des prix, puis d'une montée de l'intérêt, puis de la création de nouvelles idées et en dernier lieu, de l'émergence de startups et de nouveaux projets. La première étape, c'est la montée des prix. Ensuite, forcément, les gens pensent pouvoir s'enrichir grâce aux crypto-monnaies, donc il y a une grande montée de l'intérêt. Puis en troisième lieu, c'est là finalement que les gens qui sont profondément intéressés par les cryptos de manière générale, leur technologie, restent et ont de nouvelles idées. Puis la dernière étape, c'est la création de startups et de projets suite à ces idées. Et donc en ce moment, on est déjà au 4e cycle. Je pense qu'il y a eu déjà cette période de prix qui ont augmenté, d'intérêt fort, et on est finalement dans cette 3e ou 4e étape où il y a de nouvelles idées qui vont éclore pour finalement, d'ici quelques années, recréer un regain de prix d'intérêt et avoir une nouvelle vague d'innovation. Et voilà un petit peu plus de détails sur les 4 vagues. Donc la première qui a eu lieu entre 2011 et 2013, la deuxième entre 2014 et 2016, la troisième entre 2017 et 2020 et la quatrième donc depuis début 2021. Et à chaque fois donc les prix drive un intérêt qui ensuite amène des nouvelles idées, des développeurs et le développement de startups. Le deuxième point à retenir, c'est que le Web 3 est bien mieux pour les créateurs que le Web 2. Là, on a un slide qui est super parlant. Quand on sait que sur Facebook, Twitter ou Instagram, on a quasiment 100% du revenu qui n'est pas redistribué. C'est-à-dire que dans le cas de Facebook, il y a 3 milliards d'utilisateurs. Ces 3 milliards d'utilisateurs postent du contenu sur Facebook, mais quasiment personne n'est rémunéré. Dans le cas de YouTube, c'est un petit peu mieux. Il y a 45% du revenu qui est pris par YouTube et 55% qui est redistribué aux créateurs. Mais dans le cas d'OpenSea, qui est la marketplace dominante, où il y a du coup les NFT sur Ethereum, sur Solana depuis pas longtemps et sur Clayton, la plateforme ne prend que 2,5% et ça veut dire que 97,5% va aux créateurs. Et quand on compare ce que les créateurs ont pu gagner via les NFT, Spotify, YouTube et Facebook, on voit qu'ils ont pu gagner environ 4 milliards grâce aux NFT et 7 milliards grâce à Spotify. Donc à première vue, on peut se dire que les NFT sont moins rémunérateurs que Spotify. Sauf que sur Spotify, il y a 11 millions d'artistes et il n'y a que 22 400 créateurs de NFT et ces chiffres représentent la blockchain Ethereum. Donc au lieu de gagner 636 $ en moyenne par artiste sur Spotify, les artistes sur Ethereum gagnent en moyenne 174 000 $. Après, ce sont les données de l'année 2021 qui a été la meilleure année en termes de NFT. Donc c'est possible que dans les années à venir, le revenu par créateur diminue légèrement. Donc la conclusion, c'est qu'il vaut bien mieux être créateur de NFT dans le Web 3 pour avoir une bien plus grosse part des revenus et non pas dans le Web 2, car les grandes entreprises qui dominent le Web aujourd'hui prennent une bien trop grosse part des revenus. Le troisième point, c'est que la crypto a désormais un fort impact dans le monde réel. Aujourd'hui, il y a 1,7 milliard de personnes qui sont non bancarisées. Et dans ces 1,7 milliard, il y a 1 milliard de personnes qui ont un téléphone mobile. Et la moitié des téléphones mobiles
connectés à Internet. Donc ça veut dire que dans ces quasiment 2 milliards de personnes non bancarisées, il y a une grande partie qui peut bénéficier de la finance décentralisée, car pour utiliser la finance décentralisée, il n'y a pas besoin d'avoir un compte bancaire, il faut juste avoir une connexion à Internet et on peut bénéficier d'un système financier sans frontières, mondial. Et donc aujourd'hui, 500 millions de personnes qui n'ont pas de compte bancaire peuvent, grâce à la DeFi, accéder à des services financiers dans le monde entier. Et donc si la DeFi était une banque, elle représenterait la 31e plus grande banque américaine. Si on place la DeFi à l'échelle mondiale, elle serait peut-être la 60e banque ou 70e banque. Et dans ce rapport, il mentionne également plusieurs entreprises qui ont un vrai impact dans le monde réel, et je vais t'en citer 3. La première, c'est Flow Carbon. Donc aujourd'hui, en fait, l'achat et la vente de crédits carbone sont vraiment peu régularisés. Il y a des transactions qui sont très opaques. Donc Flow Carbon, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé un token qui représente des crédits carbone. Grâce à la blockchain, il y a une traçabilité sans faille de ces crédits carbone. Et grâce à la tokenisation, ça permet d'avoir un marché beaucoup plus liquide et de s'échanger ces crédits carbone de manière très simple et très rapide. La deuxième entreprise, c'est Helium. Donc Helium, ils veulent créer un réseau alternatif à la 5G où chaque personne, grâce à une radio, grâce à une antenne radio qu'il a chez lui, peut miner de l'hélium et donc avoir une récompense à chaque fois qu'il transmet des données. C'est notamment très bien pour l'IoT, donc l'Internet des objets connectés, qui n'a pas besoin d'avoir une bande passante aussi forte que ce que peut donner la 5G, mais grâce à ces ondes radio, ça permettrait de couvrir le monde entier et finalement que chaque individu possède le réseau au lieu qu'il soit possédé par une grande entité et finalement que cette grande entité décide de qui peut l'utiliser ou non. Pour faire très simple, Helium c'est un grand réseau, un peu comme la 5G, où chaque individu possède une part du réseau et est récompensé quand il permet de transférer des données. Le dernier c'est Spruce. Donc Spruce, il faut voir ça comme quelque chose qui te permet de t'authentifier à des sites. Aujourd'hui tu vas vachement utiliser Facebook ou Google pour t'authentifier à des nouveaux sites et là forcément, Google et Facebook, ils adorent ça parce qu'ils peuvent voir finalement tous les sites auxquels les gens s'authentifient et avoir énormément de données pour ensuite les monétiser. Spruce redonne le contrôle à l'individu pour que finalement ces données soient possédées par soi-même et non pas par des grands groupes. Le quatrième point, c'est que Ethereum est toujours le leader incontesté, mais qu'il fait face à de plus en plus de compétition. Donc là, on voit finalement que les deux gros compétiteurs d'Ethereum sont Solana et la BNB Chain. Car il y a quand même 15 millions de transactions par jour sur Solana, alors que sur Ethereum, il n'y en a que un peu plus d'1 million. Et sur la BNB Chain, il y a 5 millions de transactions par jour. Donc voilà, ça fait que ces réseaux sont beaucoup plus utilisés qu'Ethereum. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail, on voit que finalement, les gens qui utilisent Ethereum sont prêts à payer beaucoup plus d'argent pour que leurs transactions soient inscrites sur la blockchain Ethereum. Alors que finalement, sur la BNB Chain et Solana, il y a beaucoup moins d'argent dépensé pour inscrire les données sur la blockchain. Les projets qui ont beaucoup d'argent à gérer et qui ont besoin d'une blockchain extrêmement robuste, je pense par exemple à la DeFi ou à des NFT qui valent très cher, vont plutôt s'orienter vers Ethereum. Et des projets qui ont moins besoin de cette robustesse, par exemple des projets liés à la GameFi, donc aux jeux vidéo, où il y a énormément de transactions qui sont nécessaires, mais finalement, voilà, il n'y a pas des millions et des millions qui sont stockés sur la blockchain. Ces projets-là vont peut-être davantage s'orienter vers la BNB Chain ou Solana, qui sont beaucoup moins chers, mais peut-être un petit peu moins fiables et robustes. Mais en tout cas, si on regarde le nombre de développeurs qu'il y a sur Ethereum, on voit qu'Ethereum est vraiment numéro 1 de très loin. Donc là en bas, c'est le nombre de jours depuis la première ligne de code qui a été créée. On voit que Bitcoin vient tout juste de dépasser 500 développeurs actifs par mois et sur Ethereum, on est presque à 4000. On voit que Solana prend une trajectoire un peu similaire à Ethereum et il y a presque 1000 développeurs actifs par mois sur Solana. En termes de DeFi, donc au début, quasiment 100% de la DeFi était sur Ethereum, en tout cas jusqu'à début janvier 2021. La BNB Chain a pris une énorme part au milieu de 2021, puis cette part s'est réduite au profit de Terra, notamment au premier semestre 2022. Mais après le crash de l'écosystème Terra, Ethereum a repris énormément de TVL. Si tu veux bien comprendre comment le crash de Terra a eu lieu et quelles en sont les implications, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet juste ici. En tout cas, depuis mai 2022, il y a eu un très fort regain pour Ethereum en termes de DeFi. Car oui, quand un réseau comme Terra s'écroule, on fait confiance aux dinosaures, on fait confiance à Ethereum, qui lui existe depuis de nombreuses années et n'a jamais eu de faille, jusqu'à présent en tout cas. Et l'écosystème Ethereum est en train de préparer énormément de choses qui vont
désengorger le réseau. Je pense du coup aux technologie de Layer 2, on voit qu'en 2022, il y a une forte montée de la TVL sur les Layer 2 d'Ethereum. Et en termes de coût, on voit qu'en moyenne, on est autour de 1 $ pour envoyer des Ethers sur des Layer 2, donc sur des roll-ups. Et que pour swapper des tokens, pareil, ça coûte très peu cher, on est à moins d'1 $ en moyenne. Alors que sur Ethereum, ça coûte à peu près 5 $ pour juste envoyer des Ethers et 22 $ pour faire un swap. Donc une fois que ces L2 vont être bien mises en place, ce sera beaucoup moins cher de faire des transactions sur Ethereum et ce sera beaucoup plus rapide. Et le dernier point qui, je trouve, donne beaucoup d'espoir, c'est que oui, on est encore au balbutiement, au tout début de l'adoption des cryptos. Et selon Andreessen Horowitz, par rapport à Internet, par rapport au Web 1, c'est comme si on était en 1995. Car aujourd'hui, il y a entre 7 à 50 millions d'utilisateurs d'Ethereum et finalement, c'est à peu près le même nombre d'utilisateurs d'Internet en 1995. Et le milliard d'utilisateurs est arrivé en 2005 par rapport à Internet. Donc c'est possible selon Andreessen Horowitz qu'il y ait 1 milliard d'utilisateurs crypto en 2031. Donc pourquoi 6 ans et pas 10 ans? Parce que aujourd'hui l'innovation va beaucoup plus rapidement qu'avant et on voit finalement qu'il y a une traction beaucoup plus rapide au niveau des cryptos qu'au niveau d'Internet. Après, ces 7 à 50 millions, c'est pour les utilisateurs d'Ethereum. Quand on sait que Solana ou la BNB Chain ont aussi beaucoup plus d'utilisateurs et beaucoup plus de transactions par jour, c'est possible qu'on soit déjà finalement bien plus en avant et qu'on approche peut-être les années 2000 en termes d'adoption. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui Ethereum, c'est un petit peu comme quand on était sur Windows 95 et qu'on pouvait juste envoyer des mails et jouer à Pac-Man. Et finalement, quand 10 ans plus tard, YouTube ou Facebook ont vu le jour, donc en 2005, voilà, c'était quelque chose de totalement différent avec beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus d'utilité. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec Ethereum dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que le Facebook ou le YouTube du Web3, ça va être un métavers complètement révolutionnaire qui n'existe sûrement pas encore, ou alors quelque chose de totalement différent? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.